Ensemble, amenons Backseat toujours plus loin. 1 euro de chaque spectateur permettrait de financer une saison entière tout en vous offrant une émission de qualité réalisée par des professionnels en rémunérant légitimement toute l'équipe. Soutenez-nous avec un don, ponctuel ou régulier, ou en achetant sur notre shop pour une expérience inédite. Pour 5 euros seulement, vous pourrez savourer votre VOD en avance sur Utip, explorer les coulisses sur le salon Fire Tipper du Discord et tenter de gagner un siège dans le public de Backseat. Si vous voulez être sûr de me retrouver en compagnie de tous les autres chaque jeudi, rendez-vous sur Utip grâce au lien dans la description. Merci à vous les amis, je vous laisse avec votre VOD. Salut et bienvenue sur le plateau de Backseat, ouais. Excusez-moi. Je me suis fait embrouiller par un député et commence à me parler de la commission des affaires sociales et tout machin. Non, ça va. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Backseat. Bonsoir à vous si vous nous regardez en direct sur Twitch. Bonsoir à vous si vous nous écoutez en podcast. Bonsoir à vous si vous nous regardez sur YouTube. Très heureux de vous retrouver pour cette émission spéciale en ce jour de mobilisation nationale interprofessionnelle à l'appel de l'intersyndicale contre le projet de réforme des retraites. On va en parler avec les meilleures personnes du monde. Je suis en plateau avec Claire Lejeune. Salut Claire. Hello, ça va? Ça va bien et toi? Oui, ça va. Applaudissements incroyables. Claire Lejeune, militante écologiste, tu es ancienne candidate législative de la NUPES et tu es surtout chercheuse en théorie politique. Toujours en thèse. Toujours en thèse, j'espère que ça avance bien de ton côté. On est aussi avec Malek, salut mon bon Malek. Salut Jean. Comment ça va? Très bien et toi? Bah très bien, Malek délégué. T'es conseiller en communication politique et tu as été anciennement chroniqueur dans Touche pas à mon poste. Tu vas nous raconter ta manif tout à l'heure parce que tu étais sur le terrain. On est aussi avec Sacha Beckerman. Salut Sacha. Hello. Ça va? Ça va et toi? T'as vu, il y a des applaudissements ce soir pour la présentation des chroniqueurs. T'as vu, c'est cool, hein, c'est incroyable. Sacha Beckerman, journaliste au JDD, Absolument. le journal du dimanche qui paraît le mardi du coup mardi, cette fois-ci. évidemment. On va le faire toutes les semaines. Ça va tous les trois? Ça fait plaisir de vous retrouver sur le plateau de Backseat. Ouais, grave, la semaine Très a bien. été chargée. Ouais, la semaine a Ouais. été chargée pour vous aussi. Ouais, moi je crois que j'ai somatisé le 49.3 et Oh là. la déclaration de Macron parce que j'ai eu C'est- quelques pépins de santé, mais ça va. Ah, tu crois que c'était une somatisation Oui, du totalement, 49.3? Je ouais. sais pas comment je dois le Malek. prendre. On m'a offert une balle anti-stress Oh, cette semaine. ah ben parfait. Vraiment, quelqu'un à Elle est qui je trop tiens mignonne. énormément et que j'embrasse, qui m'a offert cette balle anti-stress mardi Alors. soir, après le vote de la motion de censure. Oh, Donc wow. voilà, je sais pas comment je dois le prendre. Je pense que les policiers devraient nous envoyer ça au Ouais. lieu des Oh, grenades j'avoue, des balles lacrymogènes, anti-stress, ouais, ce serait des chouette. boules anti-stress. C'est pas mal. Il y a les relous qui disent Usul dans le chat. Oui, Il vous un embrasse petit mot très pour fort, Usul. Usul. Bisous, Usul. Usul vous embrasse très fort. Il est à Lyon. La grève des trains, tout ça. Vous inquiétez pas, il va revenir. Calmez-vous, faites des dons. Oh la lourdeur. Sacha, ça va toi? Ouais, j'étais en vacances la semaine dernière, donc j'avais décidé de décrocher un peu de l'actualité et de me dire c'est bon, tu vas pouvoir te reposer. Et je vois, je suis un peu la commission mixte paritaire quand même en me disant c'est intéressant, il faut suivre ça. Je vois que ça va vite, je me dis bon, l'affaire a priori elle est pliée quoi. Bah, une heure plus tard, bah, c'était chaud quoi. Bah ouais, C'était carrément. Ah non, mais attends, on s'est bien marré. C'était un peu chaud. Moi, j'ai cassé Twitch. cette Ouais. semaine. Ouais, Bah, bravo. voilà, Ouais, on a ouais, On peut vu ça. t'applaudir d'ailleurs, je pense. Ouais, on peut. C'était un peu la folie lundi, effectivement, sans homepage, sans rien. D'ailleurs, c'est marrant, juste avant le live, j'ai discuté avec mon coproducteur, avec Quentin, et je lui ai dit je pense qu'il y a moyen qu'on fasse 20 000 viewers sur un Oh, 49.3. Franchement, une motion de censure, c'est important. Bon, on a tapé 91 000, un demi-million de Oh, spectateurs en cumulé. C'était un peu la folie et ça montre bien qu'il y avait un intérêt particulier sur ces motions de censure lundi. Et on a recassé Twitch hier parce qu'on était top 1 monde à nouveau, cette fois-ci pour l'interview du chef de l'État qu'on va débriefer. Donc moi j'aime beaucoup faire des streams dans ma chambre, etc. Mais Backseat, l'intérêt c'est de pouvoir discuter avec vous, que vous puissiez nous raconter un peu. D'abord, l'actualité la plus actuelle, c'est cette journée de mobilisation. Des manifestations partout en France, des centaines de milliers de Français, voire même des millions partout en France. D'ailleurs, j'ai pas vu les chiffres Alors, de on parle manif. de 3,5, je crois, selon la CGT. Ok. On n'a pas encore de chiffre de la préfecture. je Le Ouais. ministère de C'est- l'Intérieur, 1,08 million a priori. crois. Ok. Bon, Et ok. occurrence Et occurrence 3. Trois quoi? Trois personnes. Trois oui, personnes, oui, ouais, on ouais. embrasse le 3 personnes, 50 000 flics selon occurrence. Ok, d'accord. Ce qui Bon. veut dire que même 1,08 selon le ministère, M- c'est important. Historique. Oui. C'est Ouais. historique. Ouais, C'est ouais. une mobilisation massive, majeure. Comment ça s'est passé cet après-midi à Paris? Malek, toi, tu y étais. C'était quoi un peu l'ambiance? Dis-moi. J'ai du vu monde. beaucoup de monde. Ouais. J'ai vu beaucoup de jeunes. À ma grande surprise, oui et non. J'ai vu des manifs en réalité très bon enfant, des chants. Et puis après, on est arrivé vers Opéra et puis c'était une autre histoire.
Où voilà, à un moment, je sais plus qui était casseur, pas casseur, manifestant, pas manifestant, flic, pas flic. Je savais juste qu'il fallait que je vienne vite au studio pour te rejoindre parce que c'était mieux pour ma personne. Voilà. J'ai un ami qui était Claire, sur place du Sacha. coup à Opéra qui disait qu'il y a eu une NAS. Enfin, qu'il y a Oui. une NAS Il y a eu et une NAS. que vraiment ça devenait dangereux. Quoi. Je rappelle que le parcours parisien partait de la place de la Bastille et allait jusqu'à la place de l'Opéra, donc en traversant à peu près toute la rive droite. Et la NAS, c'est cette fameuse pratique de maintien de l'ordre qui consiste à bloquer l'ensemble des sorties d'une place. Et c'est une pratique particulièrement décriée qui Oui, a même parce fait qu'elle l'objet est, d'une condamnation par le Conseil illégale. d'État. Alors non, Ouais. pas illégale. Elle est illégale dans certaines conditions, mais elle reste quand même légale pour d'autres conditions. Mais là, la Ouais. plupart des NAS qu'on a vues cette celle-là, semaine, elle était n'importe ça quoi. ne correspond pas aux conditions qui sont édictées par la loi, en fait. Donc, Claire, on peut quel les- regard tu as, toi, justement, sur cette mobilisation Ouais, depuis depuis jeudi dernier? Alors, celle d'aujourd'hui, Ouais. oui, et puis plus globalement. Bah justement, en fait, parce que je trouve que cette journée de mobilisation, elle marque vraiment un moment aussi de bascule parce qu'on s'attendait à un essoufflement. Enfin, ce qui était le narratif qu'on essayait de nous imposer, c'est le mouvement va s'essouffler. La Macronie, d'ailleurs, comptait dessus. Bon, bah, le 49.3 est passé, la motion de censure est pas votée. On continue, on déroule, on va pouvoir parler d'autres sujets. D'ailleurs, c'était visible dans l'allocution de Macron. Il a essayé de penser printemps, quoi, d'amener des nouveaux sujets. Échec total, ça a remobilisé tout le monde. Donc ce nombre, il est incroyable parce qu'il vient à quelque chose qu'on aurait pu prédire comme étant un peu la queue de comète. Bah non, en fait, c'est que le début. C'est une amplification aussi en termes de thèmes, parce qu'on part d'un mouvement qui était quand même, la base, c'était la réforme des retraites. Et là, c'est une question de démocratie. Là, c'est vraiment une question de préservation de nos institutions. On a clairement la question des violences policières qui revient sur le devant de la scène. Et c'est là aussi où cette mobilisation, elle est intéressante, parce que c'est la forme traditionnelle, mais panachée de choses qu'on a vues plus cette semaine, c'est-à-dire des pratiques de violence policière extrêmement choquantes. Je ne sais pas, on a tous dû avoir les scènes, quelques-unes des scènes cette semaine, mais... Tu as abordé l'interview de Macron, les motions de censure, etc. On va en parler, mais je voulais quand même qu'on parle de cette mobilisation. Depuis jeudi dernier, il y a eu pas mal de soirées de mobilisation, de rassemblements plus ou moins déclarés ou plus ou moins prévus dans beaucoup de villes en France. Et surtout, cette épidémie de vidéos d'une violence rare. J'ai eu l'impression qu'on revivait des moments de l'époque 2019-2020 des Gilets jaunes, avec des comportements policiers particulièrement brutaux, avec une improvisation qui avait l'air à peu près totale. Et ça tranche quand même singulièrement avec des commentaires qu'on avait vus sur les premières journées de mobilisation contre la réforme des retraites. Rappelez-vous, on en avait même parlé sur ce plateau, on trouvait que franchement ça se passe bien, ça se dialogue entre les services d'ordre des syndicats et le préfet de police, ça change de l'époque de, comment il s'appelait, de Didier Lallemand, c'est Laurent Nunez, ça a l'air d'être mieux géré, il semblerait que le gouvernement ait changé de doctrine. Là, putain, la vache, en 24 heures, on est retourné dans une doctrine à l'ancienne, à grands coups de matraque. C'est très spectaculaire, ça. Déjà, il va y avoir une question qui sera intéressante à poser à notre invité tout à l'heure, Laurent Berger, de savoir comment il voit ces mobilisations, ces rassemblements comme ça. Ne vole pas ma question, s'il te plaît. Désolé, je la laisserai à Sacha, je m'y engage. Je rigole. Mais c'est surtout que oui, on voit ces images-là. Et en fait, ce que je veux dire, c'est que même des personnes qui ne parlent jamais de violence policière, Laurent Berger en fait partie, il ne parle pas de violence policière, mais il commence à se dire... On commence à s'inquiéter. Il y a des images qui sont choquantes. On voit des journalistes qui sont tout bonnement tabassés alors qu'ils sont identifiés comme étant de la presse. Et c'est surtout... Moi, j'étais dans les rues mardi soir, dans le secteur Saint-Lazare à Opéra, où il y a eu un rassemblement. Et c'est vrai qu'au début, encore une fois, je vois un rassemblement bon enfant. Il y a des feux ensuite qui commencent à arriver, des feux de poubelle. Mais j'ai envie de dire, il n'y a pas encore l'affrontement. Des pompiers sont applaudis, ce qu'on a vu encore aujourd'hui dans les rassemblements. Et ensuite, la confrontation, la NAS et puis des interpellations pour des libérations le lendemain. Je vois des gens dans le chat, et c'est habituel quand on aborde ce genre de sujet, qui parlent des Black Blocs et de certains manifestants qui effectivement, et ça existe, il ne s'agit pas de le nier. Et il y en avait dans les premières manifestations aussi. Et il y en avait aussi au demeurant, mais ça n'empêchait pas qu'effectivement que c'était mieux géré. Là, on a quand même tous vu des images, des vidéos. On parle de SDF, on parle de manifestants
manifestants tout ce qu'il y a de plus normaux. On parle de gamins nassés, on parle de Rémi Buisine, quand même franchement identifiable. Là, c'est pour ça que moi, je mets une gradation quand même. Hein. Je serais le premier à dire que parfois, il y a des jeux fourrés qui sont un peu évidents parce qu'il y a effectivement des gens qui cherchent le contact avec la police. Là, on voit des policiers qui vont chercher le contact avec des gens qui n'ont vraiment pas l'air de chercher quoi que ce soit, avec une brutalité quand même très particulière. Claire. Oui, d'ailleurs, on voit que c'est là un schéma de maintien de l'ordre qui essaye de construire cette histoire que maintenant, c'est la foule, c'est les casseurs, etc. Mais dans la sociologie des personnes arrêtées, placées en garde à vue, on a des touristes, on a des gens qui rentrent chez eux, on a des très jeunes, des gamins de 15 ans qui ont été arrêtés. Qui ont été vraiment brutalisés et placés en garde à vue dans des conditions assez effroyables et qui sortent un peu traumatisés. On a plein de témoignages qui sortent comme ça. Beaucoup, et on voit des personnes âgées se faire embarquer et comprendre rien à ce qui se passe. Donc clairement, la réalité du terrain ne correspond pas ni à la stratégie de maintien de l'ordre imposée par Nunez, ni en fait au narratif politique plus global de la Macronie, en fait, il y avait peut-être des gentilles manifestations syndicales, mais maintenant, regardez, ça se radicalise, ça casse tout, voilà. Effectivement, tu as raison de parler des gardes à vue qui sont très nombreuses, qui sont dans des conditions particulièrement débiles. On a aussi parlé d'attouchements sexuels dont ont témoigné des femmes et des étudiantes, notamment, je pense à Nantes, qui ont été placées en garde à vue. On a aussi des comparutions immédiates au tribunal où il y a jusqu'à un tiers des prévenus déférés qui ressortent libres parce que juste le dossier, il n'y a rien. Personne ne l'a rien vu faire, il n'a rien fait de mal, personne n'est capable de dire s'il a fait quoi que ce soit. Donc c'est quand même assez spectaculaire. Moi, je n'ai pas envie de rentrer dans la théorie du complot. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Est-ce que Laurent Nunez tient sa police? Est-ce que la police se rebelle? Est-ce que ce sont des consignes? Je n'ai pas d'infos, moi, en tout cas. En fait, on va à chaque fois chercher à désigner un fautif. En 2019, on disait que c'était Castaner, l'Allemand. Bon, là, on va dire que c'est Darmanin, Nunez. Bon, en fait, il faut peut-être acter que c'est peut-être une consigne qui vient peut-être de plus haut, de l'Élysée, et que c'est aujourd'hui la doctrine. Moi, à Opéra, j'ai pas vu Alors, j'ai vu des policiers certainement dépassés, mais j'ai pas vu des policiers qui étaient en train de repérer des casseurs. Ou des fauteurs de troubles pour les attraper. J'ai vu des gens qui avaient besoin de faire des interpellations et de ramener des gens en fait au poste de police. Et ensuite, on verra devant le juge, on verra que finalement, ils passaient juste par là et qu'ils faisaient leurs courses dans le quartier d'Opéra. Donc, c'est ça en fait qui est inquiétant. On en vient à faire des arrestations préventives presque. Claire. Alors, je suis d'accord, mais je pense qu'il y a un autre élément. Il y a à la fois, je pense, des policiers et policières qui se sont retrouvés à devoir faire des arrestations sans même eux comprendre pourquoi ils le faisaient. On a des témoignages de personnes qui étaient en garde à vue et en fait, les policiers s'excusaient à moitié. Ils étaient là, on ne sait pas trop pourquoi on fait ça, pourquoi vous êtes là, mais bon, vous allez sortir. Enfin, on a ça. Mais on a aussi des vidéos de notamment la Brave qui, en fait, c'est des individus et pas qu'un, donc le problème est bien systémique, qui ont des comportements, mais réellement gravement problématiques. C'est des insultes, c'est des coups, mais gratuits. On a vu un jeune homme en Vélib se faire matraquer alors que littéralement il passait là, quoi. Ou la vidéo du sans domicile fixe. Voilà, exactement. Ça, c'est symptomatique d'un problème qui est plus culturel, on va dire, je pense, au sein de la police et qui date pas d'hier, qui est lié au fait qu'il y a un problème systémique au niveau des ordres plus hauts, mais il y a les deux. Et si on ne regarde pas les deux et qu'on ne traite pas un jour les deux, en fait, on va aller vers... je pense qu'on va vers une période où on a de plus en plus de mouvements populaires, de réactions à ce qui se passe. Ouais. Et du coup, on va avoir une répression de plus en plus brutale et de plus en plus arbitraire aussi dans ses formes, quoi. Je sais plus ce que je voulais dire. Mais je pensais effectivement... oui, alors ici, j'ai un phénomène qui montre que c'est particulièrement grave. Des policiers prennent la parole, notamment sur Twitter, alors que on connaît l'esprit de corps des policiers qui sont les premiers à défendre les collègues, etc., contre les attaques, y compris d'ailleurs contre des manifestants violents. Là, j'ai vu des policiers dire « Non, mais là, ça déconne à plein de tubes, les gars, vous pouvez pas faire ça. Enfin, là, c'est pas défendable. Enfin, je suis le premier à vous défendre, mais là, c'est pas possible. » C'est rare, ça aussi, de voir que quand des policiers eux-mêmes prennent la parole pour dire « Là, il y a des collègues qui déconnent à plein de tubes. » Et tu as aussi le témoignage de ce policier dans Mediapart qui dit « Les mégas sont tellement à bout que j'ai peur qu'il y ait un mort, en fait. » Ouais. Et de corps comme les CRS qui sont hyper flippés de la Brave, donc la Brave qui est cette brigade motorisée qui a été lancée par l'Allemand en 2019 et qui se dit en fait nous on essaye de calmer les choses, d'analyser la situation et eux très généralement ils viennent de la BAC et ils se retrouvent confrontés directement à une situation et en réalité à part mettre des coups de matraque, est-ce qu'on leur demande de faire autre chose? Telle est la question et ça c'est des choses qu'on n'entendait pas forcément avant.
Absolument. Bon, ça pose beaucoup de questions qu'on a déjà eu l'occasion de poser sur ce plateau autour de la culture de la police, autour des rapports entre la police et le pouvoir. On rappelle quand même que la police a obtenu la tête d'un ministre de l'Intérieur à force de faire des manifs sauvages non déclarés, des jets de menottes par terre, etc. Il y a des rapports de force aussi profonds au sein de la police qui sont pas simples. Le Beauvau de la sécurité qui avait été déclenché suite à... Alors je sais plus quelle était cette affaire de violence policière, mais Gérald Darmanin avait accepté de se prêter au jeu de l'évolution, y compris de la doctrine de maintien de l'ordre, des moyens de la police, etc. Visiblement, ça n'a pas servi à grand-chose. J'ai l'impression qu'on est retourné... on parlait de meilleure formation des officiers de police, on parlait de Michel Zecler, merci. Michel Zecler, effectivement. Donc suite à ça, le ministère a bougé, il y a eu une pression au Parlement et tout. Ça n'a pas l'air d'avoir apporté des fruits, quels qu'ils soient. On va continuer à échanger et à garder en tête ces sujets, mais je voudrais aussi qu'on parle du versant politique Alors, de cette affaire. Je ne sais pas Sacha. si vous avez vu, mais Fabien Roussel a tweeté tout à l'heure que comme les pompiers avaient rejoint la manifestation, les policiers pouvaient aussi la rejoindre dans leur rang. Et je trouve ça extrêmement ironique quand on sait ce qui est en train de se passer sur le terrain en ce moment. Fabien Roussel un peu déconnecté quand même. Alors, ironie, ouais, et en même temps... Mais pas tant que ça. Moi, je pense que c'est très smart comme stratégie. Je suis pas sûre. D'essayer d'obtenir le soutien. C'est fin. Il a du soutien de policiers qui commence à dire. Ouais, mais il va se mettre le reste à dos. Oui, mais à un moment, je veux dire, les violences policières, on les constate quand même. Oui, mais si tu as des syndicats de flics qui disent nous aussi la retraite c'est pour nous aussi on ne veut pas bosser jusqu'à 64 ans et qui commencent à rejoindre le mouvement, là le gouvernement il a moyen de flipper sévère. Et si tu as des flics hors syndicat qui commencent à se mettre dans la rue et à dire attention, on considère que c'est des violences policières, vous êtes en train d'insulter notre métier et en plus de ça on est contre la réforme, il peut y avoir un tournant. En fait, on croise beaucoup de flics mais qui parlent très souvent en off, qui dénoncent ces scènes de violence, qui dénoncent aujourd'hui la politique du gouvernement, mais il y a une importance telle des syndicats cajolés par Darmanin ils sont réduits au silence. C'est l'omerta. Oui. On verra. Je reviens sur le versant politique de cette réforme des retraites. Ça s'est quand même sacrément accéléré depuis jeudi dernier. Annonce du 49.3 par Elisabeth Borne sous les huées. On a déjà analysé ça la semaine dernière. Lundi, examen des motions de censure. 2 motions de censure ont été déposées. Une par le RN tout seul dans son coin qui a été à peu près seul à la voter. Et l'autre par une coalition de différents groupes politiques sous l'égide du groupe Lyot, le groupe des indépendants, plutôt centristes, très, très, très difficile à placer sur l'échiquier et c'est volontaire de leur part, qui a été rejoint par le Rassemblement national, par la NUPES et par un tiers du groupe des Républicains. Morale de l'histoire, une motion de censure a été votée et elle aurait pu passer à 9 voix près. Il a manqué 9 voix à cette motion de censure pour obtenir la défaite du gouvernement et ainsi le retrait de la réforme des retraites. Comment est-ce que vous analysez cet épisode institutionnel ? Est-ce que c'était la dernière chance des opposants d'obtenir la tête de cette réforme ? Est-ce que c'était un moment majeur ? Est-ce que 9 voix, c'est beaucoup, c'est suffisant, c'est pas assez ? Claire. Alors déjà, pour moi, le portage de cette motion de censure par Charles de Courson, c'est vraiment emblématique de cette bascule dont on parlait tout à l'heure, une situation où la crise porte juste sur la réforme des retraites à une situation où c'est juste une crise démocratique. Parce que, en fait, Charles de Courson, et d'ailleurs Borne l'a rappelé, en fait, il n'est pas forcément opposé farouchement au fait de décaler l'âge de la retraite. Donc, en fait, lui, il a pris conscience de la gravité de la crise sociale et politique dans laquelle la Macronie était en train d'embarquer le pays. Et c'est à ça qu'il s'est opposé par cette motion de censure et en créant les conditions pour que des députés de tous bords puissent y adhérer. Pour moi, ça a ce sens-là. 9 voix, c'est rien. Ça veut dire que le pouvoir le gouvernement, il a de légitimité, donc ni populaire, et sa légitimité parlementaire, elle tient littéralement à 9 voix. Enfin, ça veut dire que Macron, sous lui, il y a du vide, en fait. Et donc, comment on gouverne quand on a, en termes de base sociale, politique, de base de légitimité, on a quasi rien. Ça annonce des semaines, des mois compliqués, surtout quand on en parlera sur le 13h de Macron d'hier, mais surtout quand on a une forme aussi de déni de cette situation, là, quoi.
Malek, tu l'analyses comment, toi, le fait que des députés, est-ce que c'est une coalition des colères? Est-ce qu'il y avait quelque chose derrière qui était possible? Parce que l'une des critiques qu'a émise Elisabeth Borne dans son discours, c'était de dire qu'il n'y a pas de projet alternatif à celui du gouvernement. Non, la NUPES, le RN et De Courson ne vont pas gouverner ensemble le pays demain. Et je pense que c'était l'intention de personne, d'ailleurs, dans ces personnes qui ont voté la motion de censure. C'est une belle stratégie de diabolisation pour éviter à certains députés LR, pour éviter que certains députés LR se mettent à voter la motion de censure, ce qui aurait pu faire tomber le gouvernement. Moi, ce qui me gêne plutôt, c'est dans le verbatim de Elisabeth Borne qui nous parle de victoire. C'est très particulier. C'est waouh. On est passé à 9 voix de faire tomber un gouvernement. Je l'ai dit la semaine dernière et ce n'est que la confirmation. Pour moi, ça va être très difficile à gouverner pour les prochaines années. Même si on décide de faire des textes plus courts, même si on décide d'avoir toujours ces stratégies de majorité de projet, ça m'interroge. J'ai l'impression tout le monde est dans le déni complet et qu'on ne voit pas les mêmes choses. On n'a pas vu le même film. Et non, moi, il y a un truc qui m'a interpellée, c'est qu'il y avait très peu de macronistes à l'Assemblée nationale. Ils n'avaient pas besoin d'être là. Ils n'avaient pas besoin d'être là. Alors, ils n'avaient pas besoin d'être là, effectivement, mais on aurait pu penser qu'en soutien à Elisabeth Borne, ils montreraient quand même un peu de... Ils se montreraient, quoi. Alors, parlons-en des macronistes, parce que très peu nombreux dans l'hémicycle. Le mardi soir, présent à l'Élysée à l'invitation d'Emmanuel Macron, qui était là pour passer un petit peu la pommade et pour essayer de ressouder les troupes, etc. On entend quand même de plus en plus grincer des dents du côté de la majorité. Alors je dis on entend, c'est toujours pareil, hein, quand ils grincent des dents, c'est jamais très très spectaculaire. Enfin, on a connu pire. On embrasse les frondeurs du PS, évidemment. Ils grincent des dents off auprès des journalistes, mais pas auprès du président. Et c'est pour ça, donc du coup, on a évidemment dès le lendemain eu de très bons papiers qui racontaient ce qu'a dit Emmanuel Macron dans cette réunion avec les députés de sa majorité. Moi, ce que je voulais savoir, c'est qu'est-ce que les députés lui ont dit. Je suis même pas sûr qu'ils aient eu la parole. Est-ce qu'ils étaient encore là pour faire des selfies, ou est-ce que parce qu'il y a une époque où quand Hollande y rassemblait sa majorité, autant dire que ça hurlait, et c'était pas Hollande qui hurlait sur ses députés, hein, c'était plutôt l'inverse. Donc je sais pas trop. Et puis surtout, Emmanuel Macron qui prend la parole le lendemain à 13h sur Twitch dans une interview de 30 minutes au cours de laquelle il se montre lui aussi force tranquille. Il tire les conclusions de cette séquence avec beaucoup de prise de distance, de hauteur, on pourrait même dire avec un certain dédain, en parlant des manifestants comme d'une foule illégitime par rapport aux élus qui s'expriment. Je suis pas sûr que pour rejoindre les mots que tu as dit tout à l'heure, Claire, je suis pas sûr que cette interview ait été de nature à apaiser qui que ce soit. Oui. C'est un euphémisme. Voilà. Tu disais force tranquille, et en fait je trouve que cette interview était vraiment emblématique du fait que en fait Macron et la Macronie dans la manière de choisir ses mots, ce côté toujours lisse, propre, et en fait derrière, en fond, il y a une brutalité et une violence symbolique qui est énorme. Enfin, ses propos sur le RSA, même le fait de renvoyer du coup toute la mobilisation au cours de laquelle on a quand même des gens qui ont perdu du salaire, qui ont galéré pour faire grève, pour aller en manif, et tout ça est renvoyé finalement à juste une foule ou des factieux, c'était des mots. Et en fait, si on regarde un peu historiquement, ces mots-là, ils ont une histoire quand même. Et leur ancrage historique, il est dans un moment où en fait le peuple n'était pas légitime pour s'exprimer en démocratie. Le peuple, c'était la populace, c'était la foule, c'était un truc informe qui n'était pas capable de s'exprimer politiquement, que ce soit. C'est un moment où en fait le vote était aussi censitaire et on considérait que en fait les gens n'avaient pas leur mot à dire lorsqu'ils étaient pas dans l'élite, quoi. Donc en fait c'est une vision aristocratique du pouvoir, il n'y a aucun doute. Je sais pas, c'est vrai qu'il y a un côté un peu monarchique dans sa manière. On fait très souvent et peut-être facilement la comparaison, mais il y a une telle verticalité et une telle déconnexion maintenant avec ce qui est en train de se passer que ça fait vraiment roi dans son palais qui est complètement coupé de ce qui se passe réellement dans le pays, quoi. On a eu pas mal de critiques effectivement qui revenaient sur cette verticalité du pouvoir et sur le côté roi. C'est vrai que le mot est revenu sur le côté monarque. Alors évidemment, c'est une critique ancienne de la Ve République, le monarque républicain, la pratique du pouvoir, etc. Là, Emmanuel Macron, effectivement, semble
ne pas entendre ou ne pas écouter une forme de critique que tu soulevais tout à l'heure en disant que cette mobilisation de la population, d'une bonne partie de la population en tout cas, dépasse assez largement le seul cadre de la question des retraites. Il y a une question profondément démocratique derrière. Peut-être que ce mouvement sur la réforme des retraites est en train de réussir à faire ce que n'avait pas vraiment réussi à faire le mouvement des Gilets jaunes, c'est-à-dire à faire une contagion autour de la question démocratique. Les Gilets jaunes ont réussi à mettre le RIC sur la table et comme revendication, donc ça disait quand même quelque chose d'intéressant. Là, on a un mouvement de contestation d'une réforme des retraites dans le champ économique et social et les comptes sociaux, très bien, mais on voit effectivement beaucoup de manifestants, beaucoup d'opposants s'en prendre à une pratique du pouvoir par-delà la réforme des retraites. C'est pratiquement même plus la question d'ailleurs, la réforme des retraites, c'est la question du pouvoir. Et on a tous autour de nous des gens qui n'étaient pas forcément politisés, mais à cause du coup de force, ils commencent à se retrouver mobilisés dans la barque. Et, on en parlait avec les influenceurs. Justement, en fait, rendons-nous compte, parce qu'il y a 6 mois, personne n'aurait parié dessus. En quelques semaines, Emmanuel Macron, avec la réforme des retraites, mais pas que, mais aussi avec le coup de force, a réussi à mobiliser Ruffin, Valo, De Courson, Léna Situation, Inoxtag, SCH, Amine Ebibi, Vianney. Ils ont énervé Vianney. Jonathan Cohen. Waouh, c'est extraordinaire. C'est Usul que j'ai vu la semaine dernière sur son portable qui fait « Waouh, ils nous ont énervé Léna Situation ». Je trouve que c'est une très très bonne analyse politique. Il se passe quelque chose. Mais et puis, il y a la Cour des comptes qui est entrée en grève. Enfin, il y a Assas qui est bloqué. Assas bloqué. Assas, pour ceux qui ne le savent pas, fac historique de droit, plutôt à droite. Qui n'a jamais été bloqué. C'est la première fois que Assas est bloqué. Même en 68, ils n'ont pas réussi. C'est extraordinaire ce qui se passe. Donc non, mais effectivement, c'est effectivement extraordinaire. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train d'analyser un mouvement comme on en a déjà connu sur la première réforme des retraites en 2020, sur la loi travail, sur les ordonnances travail. Il y a quelque chose de nouveau que j'essaye un peu d'explorer. Je reviens quand même sur les mots du président de la République dans son interview sur Twitch. Il a, au prix que ça m'a coûté quand même. Merde. Oui. Voilà. Elle était sur Twitch. On peut pas passer des extraits là. Moi personnellement, je ne l'ai vu que sur Twitch. Elle était sur Twitch. Je crois qu'elle était diffusée ailleurs, mais je sais plus. T'as dépêché 2 gars là-bas pour faire le taf. J'ai envoyé des gars, moi. Des petits chats de mineurs. Mais sinon, c'était sur Twitch. Non, il a quand même dit quelque chose d'intéressant et je voudrais qu'on pose la question tout à l'heure à Laurent Berger. Il a ouvert la porte à une future législation qui devrait arriver, et ça avait été déjà teasé par Olivier Dussopt, le ministre du Travail, une future loi qui devrait arriver dans les semaines qui viennent autour du partage de la valeur dans l'entreprise. Emmanuel Macron a parlé de l'injustice. Il a dit les manifestants ressentent des injustices. La première des injustices, c'est de voir des gens au RSA. Bah oui. En mode what. Moi, j'ai entendu ça dans les manifs apparemment. Selon lui. Apparemment, vous avez manifesté contre les gens du RSA. Bah ouais. Et la deuxième injustice, il a dit des injustices de voir des entreprises qui dégagent des profits tels qu'ils en viennent à racheter leurs propres actions dans la situation, etc. Donc Macron a semblé reconnaître que quand même ça déconne un petit peu à plein de tubes et qu'en termes de symboles, c'est à chier. Donc qu'une législation va être proposée, qui irait dans le sens d'un meilleur partage de la richesse et de la valeur dans l'entreprise. Est-ce qu'Emmanuel Macron ne serait pas en train d'essayer de fracturer le front syndical en disant à la CFDT « regardez, on est en train de faire ce que vous voulez qu'on fasse ». C'est un truc qui a été demandé par le congrès de la CFDT, par Laurent Berger. La CGT, de son côté, sera peut-être contre. Donc, je ne sais pas, je me pose la question. Est-ce que c'est la manière que va avoir Emmanuel Macron de reprendre la main politiquement que de proposer une loi un peu sur des valeurs de gauche qui serait la justice du partage de la richesse? Je sais pas. Le truc, c'est que d'un côté, il te dit ça et de l'autre, il t'explique qu'on peut pas faire autrement la réforme des retraites, c'est-à-dire qu'on peut pas augmenter les cotisations entrepreneuriales. Donc à un moment donné, tu te dis sur quel pied on danse, quoi. C'est parce que les cotisations, c'est sur le coût du travail, alors que là, ce serait sur les bénéfices. Sur dégagés. Les bénéfices. Non, je sais pas. Mais il y a quand même un truc qui va pas. Quand tu as divisé le front syndical, j'ai cru comprendre que Laurent Berger a dit que c'était impossible dans de telles conditions de mettre la séquence réforme des retraites sous le tapis et de partir sur d'autres négociations. Je pense que là, Emmanuel Macron, il va être confronté à un mur, en fait, à un moment. Il nous le dira peut-être tout à l'heure. Claire. Ouais, en fait, ça rejoint des trucs que tu disais, Sacha. Mais en fait, d'abord, il a eu de multiples occasions quand même de mieux partager la valeur au sein de l'entreprise. Enfin, on a parlé beaucoup à un moment de taxation sur les super-profits. Il y a un amendement, d'ailleurs, des députés l'ont fait remonter. Il y a un amendement qui portait spécifiquement sur cette question du rachat des actions par les entreprises elles-mêmes. Donc, je vais dire, s'il avait une volonté d'agir là-dessus, il aurait pu le faire. La Macronie aurait pu le faire à de nombreuses reprises et il ne l'a pas fait. Ce ne serait pas la première fois qu'un amendement a un avis défavorable pour le lendemain être défendu à la télé par Emmanuel Macron. Il y a un moment, là, on atteint quand même un espèce de summum du manque de crédibilité
Et en fait, ça rejoint cette idée qu'en fait, là, on est à un moment où on ne passera pas à autre chose pour le moment. Moi, je vois mal une situation où dans même 2 semaines, 3 semaines, on ne sait pas aujourd'hui dans quoi. Non, on sait pas. Mais je nous vois mal passer à autre chose en mode, la vie reprend, la réforme est passée, retournons bosser et restons calmes, quoi. Là, il y a vraiment... Donc, il y a un texte magnifique de Nicolas Mathieu qui a été écrit et publié dans Mediapart. D'ailleurs, Bruno Le Maire a réagi dessus en disant c'est indigne, irrespectueux, etc. Et il est splendide, ce texte. Et le titre, c'est quelque chose comme... vous ne savez pas quelle réserve de rage vous avez libérée. Et vraiment, c'est une image moins littéraire et poétique, mais c'est vraiment le dentifrice qui est sorti du tube et impossible de le faire rentrer. À mon sens, c'est ça. Ce que j'entends aussi chez les très jeunes, je veux dire, il y a un truc qui s'est brisé là. Extrêmement difficile d'imaginer la suite des événements d'un point de vue politique. Moi, je parle de reprise en main par Emmanuel Macron de l'agenda, etc. C'est pas ce que j'ai vu hier. Je veux dire, il a esquissé des accords de gouvernement avec les Républicains qui lui ont répondu tout de suite, c'est dead. Il a esquissé cette future législation, etc. Mais surtout, cet air qu'il avait très tranquille de dire business as usual, c'est vrai que c'est dur en ce moment, mais en fait, vous inquiétez pas, je me projette à long terme et tout. Ça tranchait sérieusement avec quand même pas mal de gens qui l'imaginent. Il a quand même renouvelé sa confiance à Elisabeth Borne, quoi. Sacha. Mais en fait, je veux dire, les 4 ans qui nous restent là, et c'est quelqu'un qui a voté pour Emmanuel Macron qui vous le dit, ils vont être longs. C'est-à-dire que l'année prochaine... Non, mais vraiment, l'année prochaine, on est en 2023. Non, l'année prochaine, on est en 2024. On est en 2023, là. Les Jeux Olympiques, tu sais. Il ne prendra pas le risque, à mon avis, de lancer de grandes réformes parce qu'avant les Jeux, ce n'est pas possible de bloquer le pays. C'est trop risqué. Il a annoncé qu'il ne voulait pas ralentir le train des réformes. Je pense que l'année 2024 va être une année un peu banalisée, personnellement, parce que les Jeux, c'est trop important. C'est trop important. Et après, il va nous rester 2025, 2026 et une partie de 2027. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là ? Est-ce que ça va être la roue libre ? C'est mon dernier mandat, du coup, j'en ai plus rien à faire. Et moi, c'est ce que j'ai un peu ressenti quand il a parlé hier. J'avais l'impression de voir Nicolas Sarkozy qui disait vous vous occupez de rien, je gère, vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Voilà, c'était Darmanin en l'occurrence. Oui, c'est ça. On a revu en fait ce truc mais qui est propre aussi à Emmanuel Macron, de Premier ministre collaborateur. Vraiment, tout est sur mes épaules, c'est moi qui décide. Et puis, si quelqu'un a cru à ce truc de OK, là, je vous ai mis un gros uppercut en passant en force et en vous disant que tout le monde allait, donc que les travailleurs allaient bosser jusqu'à 64 piges. Mais OK, on va mettre tout sur pause, des textes compliqués, on va les mettre de côté. Et puis, on va parler un petit peu de partage de la valeur. Excuse-moi, mais qu'est-ce que ça s'appelle au foutage de gueule, frère ? Non, mais c'est pas possible. Je sais pas qui a cru à ça. Et puis aussi, dans les mots choisis, on va avancer à marche forcée, faire le comparatif avec le Capitole, avec ce qui s'est passé au Brésil, des rassemblements populistes d'extrême droite. On est où, les gars ? On en revient à ce qu'on avait déjà dit plusieurs fois sur l'idée que Emmanuel Macron est convaincu d'avoir obtenu une majorité au second tour de l'élection présidentielle, lui donnant autorisation de continuer le train des réformes qu'il avait voulu au cours de son premier mandat, qui a été malencontreusement interrompu par le Covid et qu'il s'agirait de reprendre. D'ailleurs, il l'a dit lui-même hier. Il suffit d'écouter Emmanuel Macron, il a le mérite d'être très clair. Il a le mérite d'être très clair. La France et l'Europe s'est habituée à pas beaucoup bosser avec le Covid. Il s'agit de se remettre au boulot à marche forcée. Enfin non, mais c'est effectivement, il a le mérite de la clarté. J'ai énormément de mal à voir effectivement les 4 prochaines années de son quinquennat. Vraiment, j'ai du mal. Et surtout, le problème que j'ai aussi, c'est que j'ai du mal à l'imaginer accepter une défaite. Ouais. Je ne sais pas si Emmanuel Macron a déjà accepté une défaite. Alors, on a des souvenirs de lois qu'il a retirées, ou il a reconnues, il y a eu la première réforme des retraites qu'il a été un peu contraint. C'était suspendu. Ça a été suspendu en attendant la Dans les mots, il n'a jamais reconnu la défaite. Après, aussi, au moment des Gilets jaunes, il y a eu quand même pas mal de choses qui ont été acquises à ce moment-là. Une dizaine de milliards d'euros. Et moi, une de mes interrogations, c'était en fait, je pense ce qui le préoccupe maintenant, c'est un peu ce qu'il laisse derrière, son héritage. Et d'ailleurs, le fait de pousser la réforme, c'est ça, c'est je serai celui qui a tenu bon, qui a réformé le pays, etc. etc. Ouais. Donc en fait, la question, c'est celui du point de bascule où il va se rendre compte que en fait, ce qu'il va laisser derrière,
c'est des mois de brutalité policière, de blessés, de gens traumatisés par les manifs, d'unité du peuple français contre lui. Et je pense que l'espoir qu'on peut avoir pour que les choses basculent dans le sens de l'apaisement, c'est ça, c'est qu'à un moment, en fait, ça déclique et qu'ils se rendent compte qu'en fait, même en termes de ce qu'ils laissent derrière, là, clairement, le bilan est pas bon. On arrive à la fin. Sacha, vas-y. Non, c'est juste en fait, on a un peu travaillé dessus au JDD. Emmanuel Macron, il a une obsession, c'est ne pas faire comme le deuxième mandat de Jacques Chirac, qui avait été un peu immobile, un peu voilà. Donc, quoi qu'il arrive, Emmanuel Macron voudra laisser une trace sur son deuxième mandat dans l'histoire Et c'est au cours du deuxième mandat de Jacques Chirac qu'il y a eu le CPE avec un recul de gouvernement. Voilà. Je m'en voudrais à mort si on n'aborde pas le rapport du GIEC qui est quand même sorti cette semaine, qui est éclipsé par cette news du coup en France. Claire, tu peux nous en dire un mot? Qu'est-ce qu'il dit le rapport du GIEC? Ça crame, c'est l'enfer? Oui. Voilà. Alors, je vais essayer de développer un peu. S'il te plaît. Donc, c'est la synthèse en fait des 8 années de travail du GIEC. Et comme à chaque fois que le GIEC sort quelque chose, c'est la dernière chance, etc. La réalité, c'est que ça fait 20 ans que c'est la dernière chance. Et effectivement, notamment en France, ça a été passé un peu, ça a été éclipsé à bonne raison, parce que c'était le jour du vote de la motion de censure. Et il y a quand même pas mal, je pense notamment à Bonpote, Paloma Moritz, donc des gens qui ont vraiment fait le travail d'essayer de raccrocher donc la mobilisation autour de la réforme des retraites à la question climat, la question de l'écologie. Ça se fait par plein de biais, c'est-à-dire que la question du travail, la question du productivisme, c'est directement lié au climat. Et d'ailleurs, Macron, dans son discours de 13h, il a dit, en fait, il faut qu'on travaille plus pour financer la transition écologique, ce qui est un non-sens et une contradiction absolue, parce que travailler plus dans l'économie telle qu'elle est aujourd'hui, c'est en fait accélérer le dérèglement climatique en accélérant la croissance. Donc il y a plein de ponts qu'on peut faire. Et aussi, je pense qu'il y a un truc qu'il faut souligner, c'est que il y a de fortes chances qu'on n'ait pas de bifurcation écologique à la hauteur des enjeux s'il n'y a pas une mobilisation massive, une politisation massive de toute la population. Et quelque part, les aspirations qui sont présentes dans le mouvement contre la réforme des retraites, pardon, mais c'est des aspirations qui peut-être elles se disent pas écologiques et tout, mais pardon, l'aspiration au droit au bonheur, du sens, à l'équilibre entre les loisirs et le travail, l'aspiration à s'engager dans la vie citoyenne active autrement que par le biais strictement économique. Tout ça, c'est en fait la société écologique vers laquelle on devrait tous essayer d'aller, en fait. Donc, même sans essayer de faire des liens conceptuels entre les deux sont imbriqués d'emblée. Ce qui fait une responsabilité énorme sur les épaules de la NUPES dans les prochaines années pour réussir à traduire cette aspiration et cette nécessité dans une offre politique. Je vous invite à suivre Baxit, évidemment, pour en savoir plus sur comment est-ce que la NUPES va réussir à proposer une offre politique. Je vous rappelle, on arrive à la fin de cette partie-là. Je vous rappelle que dans 10 minutes, nous allons recevoir le secrétaire général de la CFDT, le premier syndicat du privé, à l'issue de cette journée de mobilisation massive partout en France. Je vous rappelle également que sur le shop, pour soutenir l'émission Baxit, vous retrouverez un t-shirt brodé et une casquette brodée. Je vous rappelle que ce sont des séries limitées. Je me suis engagé à faire disparaître du shop le t-shirt si jamais la réforme des retraites était entrée en vigueur. Et je me suis engagé à retirer du shop la casquette brodée si jamais le Conseil constitutionnel validait le recours à l'article 47.1 pour faire adopter une réforme des retraites. Moi, je dis ça fait peut-être que quelques jours encore pour obtenir ces articles magnifiques qui en plus soutiennent l'émission. Merci à toutes et à tous, c'est la fin de cette séquence. On se retrouve dans 10 minutes après la pause avec Laurent Berger. À tout de suite.